Donc la question c'est ce qui sera Ensuite, c'est arrivé. François. Ensuite, je c'est reviens toi à moi. et après c'est moi. Ensuite, c'est toi. Ok. Et ensuite, c'est Jean-Baptiste. Très bien. Fais voir François là. François. Si François n'est pas là, c'est bon. Bah, s'il n'est pas là, tu reprends et puis il interviendra après. Ouais, ça marche. C'est bon? On peut démarrer? Ok, ça marche. Bonjour, merci à tous pour votre présence. Donc pour cette table ronde sur le foncier, l'hébergement de l'amorçage industriel, tout d'abord je vais me présenter. Véronique Gricourt, administratrice et référente foncier du collectif Startup Industriel France. Le collectif Startup Industriel France, que je nommerai par son petit nom le CSI France, est une association visant à représenter les besoins spécifiques des startups industrielles et proposer des solutions concrètes, ceci au plus près des territoires, au plus près des écosystèmes locaux, de façon à justement adapter ces écosystèmes locaux aux besoins des startups industrielles. Alors d'abord, je vais me permettre de planter un petit peu le décor et tout d'abord d'excuser mon co-animateur, Jean-Philippe Thierry, qui n'a pas pu rester avec nous, le coordonnateur de Start Industry. Start Industry, c'est une fédération de 15 communautés de start-up industrielles, dont le CSI France est membre fondateur. Et Start Industry porte au plus haut niveau le plaidoyer pour la reconnaissance des start-up industrielles. Pour planter un petit peu le décor de cette table ronde sur le foncier des start-up industrielles, donc tout d'abord, je pense qu'il est à peu près clair maintenant pour tout le monde que les start-up industrielles sont un élément clé. Il y a un consensus, un élément clé de la réindustrialisation, de l'industrie verte, de l'industrie circulaire, de l'industrie dans les territoires et de la recréation d'un imaginaire collectif auprès du grand public sur l'industrie. Ces start-up, on les classe en fonction de leur degré de développement, de leur niveau de maturité. Ça sera important pour le reste de la table ronde. Donc, vous avez 3 grandes étapes de développement d'une start-up industrielle, de la phase R&D prototypage à la phase industrialisation grande série. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est de vous présenter la définition des start-up industrielles. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up industrielle? C'est une entreprise en création, en fort développement, qui conçoit et fabrique un procédé, un produit matériel ou un procédé industriel qui a pour vocation d'être fabriqué en série et avec une innovation importante. Donc le développement des start-up industrielles, selon leur niveau soit de maturité technologique, ce que l'on appelle le TRL, ce que vous voyez en bas, soit selon le niveau de risque, ce que vous voyez au milieu, soit selon le niveau de montant à investir pour financer chaque étape de développement. Le foncier là-dedans. Eh ben, le foncier, c'est malheureusement, je vais le dire, un sujet assez peu appréhendé par les dirigeants de start-up industrielles et même de dirigeants industriels, quels qu'ils soient. Pourquoi? Parce que les dirigeants en général sont beaucoup plus centrés sur le financement, la levée de fonds, le développement technique, le développement marketing, etc. Mais ils n'ont pas forcément en tête ce que va être la notion de développement de leur entreprise en termes de locaux. Et pourtant, quand on veut développer le scooter électrique de demain ou bien un dispositif médical révolutionnaire que va nous présenter Louis tout à l'heure, mais il faut se poser la question, où est-ce que je le développe dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Quels vont être mes besoins en foncier, en locaux, en équipement? Donc c'est un sujet vraiment clé pour les dirigeants de start-up industrielles. Et selon les étapes de développement, les besoins seront différents et on le verra par les témoignages des participants à la table ronde. Ensuite, de l'autre côté, les porteurs fonciers, collectivités donc publiques ou bien porteurs privés, dont on aura un témoignage aussi tout à l'heure, sont à la fois de plus en plus intéressés par l'attractivité des start-up industrielles, mais ils sont un petit peu, comment dire, ils se posent la question, c'est quoi une start-up industrielle et quels sont ses besoins? Donc c'est ce qu'on va essayer aussi de développer aujourd'hui. Voilà, donc l'objectif de cette table ronde, c'est de vous porter à connaissance quels sont ces besoins spécifiques de start-up industrielle en termes de foncier et quelles sont les propositions de solutions concrètes pour y répondre.
Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Louis Delillers, CEO de CoreWave, qui va présenter son entreprise, qui va présenter le parcours résidentiel semé d'embûches de son entreprise. Et je pense aussi, si j'ai bien compris, un petit plaidoyer que l'on va découvrir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Louis Delillers, je dirige CoreWave, qui est une start-up industrielle. Je dirige des start-up industrielles depuis maintenant une petite quinzaine d'années, et au cours desquelles je me suis forgé cette conviction que pour la réindustrialisation, il nous faudrait des usines sur tout le territoire, y compris et en particulier en ville. Et quand je dis ça, souvent la réaction, c'est un mélange de stupeur, d'étonnement, y compris auprès de grands défenseurs de l'industrie. Et donc, c'est vrai que je pense que ça en dit long sur la vision qu'on a de l'industrie aujourd'hui en France, qui est, comme on le dit souvent, très, très dévalorisée. Et c'est pourquoi, oui, on se dit les usines doivent être à l'écart. Et pourtant, quand je dis ça, je ne propose pas de raser des quartiers entiers pour construire des usines cathédrales, des gigafactories. Je ne parle pas non plus d'implanter de nouveaux sites Céveso près d'habitations, mais je parle en réalité de l'immense majorité des usines françaises qui peuvent tout à fait être implantées en ville. Et tant qu'à faire, si elles sont en ville, autant qu'elles soient un peu en harmonie avec le tissu urbain aux alentours. Alors, des usines en ville, c'était pourtant une évidence pour les générations qui nous ont précédés. Ce que vous voyez ici, vous êtes en petite couronne parisienne, entre le périphérique et la Seine, et vous voyez un territoire couvert d'usines. On s'y rend en métro, et sur cette petite bande de territoire d'à peine 3 km², des entrepreneurs et leurs équipes vont écrire parmi les plus belles pages de l'histoire industrielle française, à tel point que vont sortir de leur atelier et usines des objets qui incarnent à eux-mêmes la France. La Tour Eiffel et ses milliers de poutres métalliques et des millions de 2 chevaux. Pourtant, aujourd'hui, de ce brillant passé industriel, il ne reste pas grand-chose, mis à part peut-être quelques belles usines qui ont été épargnées par les promoteurs immobiliers parce qu'elles étaient belles et elles étaient surtout en hauteur, donc ils ont pu les transformer en bureaux. Pour autant, pour la poignée de bâtiments industriels qui a survécu, malheureusement, c'est la condamnation à brève échéance. Vous voyez, ces images sont très actuelles, elles ont été tournées en 2021. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous parler que de passé, mais plutôt d'avenir. Et j'ai la chance de diriger CoreWave, qui est une start-up industrielle qui développe et fabrique des pompes cardiaques. Notre mission, c'est d'aider les chirurgiens cardiaques et les cardiologues à sauver les patients qui sont en insuffisance cardiaque avancée et leur offrir une vie pleinement active. Pour ce faire, nous avons développé une pompe cardiaque de nouvelle génération qui embarque une technologie de rupture qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux aquatiques et qui a pour particularité de pouvoir reproduire de façon fidèle l'action du cœur natif dans un volume réduit. Et c'est vraiment une première au niveau mondial. Alors c'est une société de deep tech. En interne, on a des compétences très pointues dans un grand nombre de domaines des sciences et de la technique. On est à la frontière de la médecine, de la physique et à chaque fois en frontière de l'état de l'art. Alors, comme toute bonne start-up française qui se respecte, on a commencé dans une cuisine il y a longtemps maintenant, une petite dizaine d'années. Et après, première paillasse avec à l'incubateur public d'Agoranov. Ensuite, 2 paillasses dans la pépinière d'entreprise au sein de l'hôpital Cochin, toujours au centre de Paris. Et puis au moment où les questions industrielles ont vraiment commencé à se poser, il a fallu s'exiler puisqu'il nous fallait un endroit pour héberger nos machines-outils, tours et fraiseuses. Et donc on a trouvé un îlot industriel en petite couronne, donc finalement on n'est pas allé très loin, c'était primordial pour nous, à Clichy, et c'est ce qu'on voit ici. Et donc au moment où la question de la première usine s'est posée, cette épineuse question de l'implantation s'est à nouveau posée, et j'avais pour le coup des modèles en tête. Alors ces modèles, 3 modèles d'usines que j'avais eu la chance de voir, alors pas en France, mais plutôt dans des pays qui sont restés des grands pays industriels, et je pense que c'est pas un hasard. Vous avez donc cette usine Genzyme, alors l'image peut être trompeuse, mais on est en plein Boston, juste en face de la Business School, donc la Harvard Business School,
Vous voyez, donc c'est une très très belle usine. Genzyme, c'est une start-up industrielle qui s'est transformée en géant mondial, valorisé 19 milliards, hein, donc aurait eu sa place dans le CAC 40. Et vous voyez, très belle usine. Je pense que cette usine n'était pas étrangère à ce succès. Donc ça, c'était plutôt le fantasme, hein, l'usine Genzyme. Quelque chose de plus pratique. Là, on est au cœur de Dresde, en Allemagne. Un bâtiment de 5 étages qualifiés industriels, la bonne hauteur sous plafond, la bonne résistance au sol, un accès logistique, du multilocataire. Donc si les entreprises se développent, elles peuvent s'étendre facilement. Donc pas très beau, mais parfait d'un point de vue pratique. Et puis la dernière usine qui m'avait marqué, c'était en Chine, parce que je m'étais rendu en métro. Donc vous voyez, c'est à Shanghai. On est au plein cœur de la ville. Alors, trouver une usine qui correspond à un tel cahier des charges, c'était vraiment, vraiment compliqué. Ça nous a pris des mois. On a passé au peigne fin 200 sites potentiels. Et finalement, voilà ce qu'on a trouvé. On est donc aux portes de Paris, au bord de la Seine, à portée de métro. Et donc, effectivement, on a trouvé la perle rare. Alors, cette perle rare, elle nous permet d'installer notre fab qu'on est en train de mettre en route, qui est au rez-de-chaussée, donc avec des locaux qui ont vraiment les bonnes spécifications, résistance au sol, hauteur sous plafond, quai logistique. Et également, sur le même site, ce qui est très important, nos laboratoires, notre bureau d'études et le siège social. Et donc ça, c'est primordial. Alors, cette usine urbaine, je suis convaincu qu'elle va être au cœur du succès du projet industriel de CoreWave. Pourquoi? La première raison, c'est que notre principal actif, ce sont nos équipes, nos talents, que ce soit des ingénieurs de haut niveau, des techniciens ultra pointus ou des cadres dirigeants anglo-saxons qui apportent énormément d'expérience. Ils sont des cadres dirigeants de haut vol. Et pour que ces personnes se sentent bien, c'est important d'avoir un cadre de qualité et pour qu'ils restent avec nous, qu'ils construisent et continuent de construire la société au quotidien. Ensuite, c'est un gage d'efficacité, puisque je l'ai dit, on a la R&D et la prod au même endroit. Ça me semble primordial pour être efficace, surtout dans les phases amont d'un projet. C'est passable à l'échelle, puisqu'on peut prendre d'autres locaux au fur et à mesure que la société va se développer. Et enfin, c'est une vitrine qui est juste à côté d'aéroports internationaux et de palais des congrès comme celui-ci. Donc on peut faire venir des investisseurs, des chirurgiens et autres médecins. Je pense qu'on est aussi, et d'autres sociétés pourraient tout à fait l'être, un atout pour les territoires. Pourquoi? Et pour les politiques publiques. Pourquoi? Parce que premièrement, il n'y a pas d'artificialisation des sols. Aucune nuisance, tout est électrique. Beaucoup moins de nuisance qu'un restaurant, qu'un supermarché ou qu'une boîte de nuit. Hein, donc en ville, pas de problème. Et ensuite, c'est un élément de rayonnement du territoire où on va créer de l'emploi, ça crée de la fierté, parce que c'est pas rien de développer des pompes et de fabriquer des pompes qui sauvent la vie des patients. C'est une belle usine et on a des personnes qui viennent d'horizons très divers et qui vont faire vivre le quartier. Alors l'usine urbaine, je pense que c'est une demande sociétale. Pourquoi? Parce que on n'arrête pas de parler du sens au travail, tout le monde va avoir du sens au travail, et l'industrie peut procurer cela. Après, la question, c'est que il faut que l'industrie soit près de là où les Français vivent, près de leur lieu de résidence. Et c'est là où ce modèle qui pourrait être duplicable fait face à des problématiques foncières qui sont très, très limitantes. Et donc, je pense qu'il y a urgence à changer de paradigme sur ce sujet-là. Premier point, donc de stopper la destruction du foncier industriel en ville qui est en voie d'extinction. Donc là, il y a urgence. Et deuxième élément, assurer une reconstitution du stock. Et il faut bien avoir en tête que, voilà, en France, 80% des Français vivent en ville. Donc sans usine urbaine, on se prive de 80% de notre potentiel industriel. Donc si on veut vraiment être sérieux avec la réindustrialisation, il va falloir organiser le retour des usines en ville. Merci Louis. Alors après ce plaidoyer sur l'usine en ville, je vais passer la parole à François Blouvac de la Banque des Territoires pour nous présenter d'une part les offres de la Banque des Territoires pour accompagner justement l'investissement foncier des entreprises, des start-up industrielles, et pas que à Paris ou en Île-de-France, mais aussi dans tous les territoires. Oui, bonjour à tous.
Je voudrais réagir aux propos qui ont été tenus précédemment parce qu'on est au cœur d'un sujet qui pose de nouveaux problèmes. C'est le consensus assez généralisé aujourd'hui sur la nécessité en France de redévelopper de l'industrie. Alors on part de loin, donc c'est un élément important et probablement que c'est un des effets positifs de la crise qu'on a vécue, c'est la conscience de notions qui pouvaient paraître abstraites jusqu'à présent. Quand on parlait de souveraineté, on pouvait avoir du mal à cerner ce dont il s'agissait. Et la crise sanitaire a montré, avec la rupture des chaînes d'approvisionnement, qu'il y avait une nécessité pour un pays de pouvoir revoir son mix économique et pas simplement construire une société de services, mais que l'industrie était un élément majeur dans l'équilibre économique et social d'un pays. Et donc à partir du moment où on veut relancer l'industrie et où on en voit les premiers effets, parce qu'on relocalise, parce qu'il y a une dynamique malgré les difficultés, il faut pouvoir trouver des solutions concrètes d'implantation de l'activité. Il faut être très pragmatique dans le chaînage et il faut pouvoir poser sur un sol, dans des bâtiments, l'activité industrielle. Or, l'activité industrielle ne se développe pas indépendamment des autres problèmes auxquels on est confronté. Et aujourd'hui, on a des exigences élevées et souhaitables de protection de l'environnement. Et donc, on doit pouvoir développer l'industrie en maîtrisant son impact environnemental. Et donc, il faut aujourd'hui inscrire ce travail dans les enjeux de sobriété foncière. Et pour ça, disposer d'outils qui permettent de comprendre comment on peut faire. Et comment cette équation apparemment contradictoire peut trouver des solutions. Donc nous participons à un travail très collectif pour essayer d'identifier les solutions pour y parvenir. Et ces derniers jours, la Banque des Territoires, avec notre opérateur parapublic qui s'appelle le CEREMA, vient d'être mandatée par l'État pour construire un outil, un service qui est un service de data visualisation qui a pour objectif de recenser tout le foncier d'activité qui est disponible et permettre à la fois aux acteurs économiques de savoir où ils peuvent développer leur activité et aux acteurs publics locaux qui sont les aménageurs du territoire de pouvoir définir des stratégies de développement et inscrire ça dans cette logique de réduction jusqu'à l'arrêt complet de toute nouvelle artificialisation qui est un objectif à moyen long terme. Donc ça, c'est une première brique importante et on essaie de la traiter en intégrant, comme vous l'avez fait en présentant la justification de l'usine urbaine, pas simplement en expliquant je veux des mètres carrés et ces mètres carrés sont disponibles à tel endroit, mais je veux des mètres carrés et je veux pouvoir trouver tel type de service, tel type d'utilité, telles aménités, telle compétence. Je veux être sûr que le territoire sera capable de me donner l'accès à cette compétence ou pourra former les gens dont j'ai besoin ou pourra me permettre de rencontrer l'écosystème bénéfique à mon activité industrielle. Donc ça, c'est une première brique que la Banque des Territoires va construire en lien très étroit, et Jean-Baptiste Guesquin, qui dirige la délégation de territoire d'industrie, en parlera également, en lien très étroit avec l'État. C'est la première brique, bien connaître les solutions de foncier pour pouvoir répondre de façon adaptée et de façon cohérente avec les exigences environnementales qui sont celles de la France aujourd'hui. Une fois qu'on a posé ce principe, il y a bien évidemment d'autres éléments qu'il faut pouvoir réunir. Et la Banque des Territoires, c'est une institution financière qui donc apporte des solutions de financement à des projets. Et en l'occurrence là, on parle de projets industriels. La Banque des Territoires ne fait pas que ça, mais je ne vous parlerai ce matin que de son action en faveur du soutien à l'activité industrielle. On le fait là aussi en essayant de s'inscrire dans un chaînage d'aide. Voilà. Un chaînage d'aides qui sont très complémentaires de ce qui est fait par l'État, par les collectivités territoriales, qui apportent des aides, qui apportent des solutions. Avec notre filiale BPI France,
on a défini un champ d'intervention qui apporte une utilité et une plus-value supplémentaire au processus de l'activité industrielle. Donc on fait 4 choses, on apporte des solutions dans 4 domaines. D'abord sur l'aménagement industriel, c'est-à-dire aider des collectivités territoriales à maîtriser du foncier, à l'aménager, aider des industriels à investir dans leurs murs d'usine. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est réduire l'impact environnemental, c'est accompagner le verdissement de l'industrie, essentiellement par le financement des utilités, solutions d'énergie propre, gestion des déchets industriels, solutions de mobilité. On le fait également en finançant des solutions de formation au métier industriel, en apportant des contributions pour ouvrir des centres de formation avec des opérateurs comme les écoles de production qui sont très implantées ici à Lyon et qu'on aide à essaimer partout en France, les centres AFPA, les CFA. On a ces 3 dernières années accompagné l'ouverture d'une centaine de centres de formation nouveaux qui permettent de former à la fois aux métiers traditionnels, il faut des soudeurs, il faut des métiers très traditionnels, et puis il y a des nouveaux métiers d'industrie, et il faut pouvoir former tous ces gens. Et puis on intervient aussi en finançant les écosystèmes locaux pour les aider à réfléchir à l'organisation des chaînes d'approvisionnement. On a en France une particularité, je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est apparu de façon très criante pendant la crise sanitaire, mais l'industrie française est plus que d'autres industries comparables en Europe, excessivement dépendante à des chaînes d'approvisionnement extérieures. Et cette dépendance, qui était un choix de modèle économique fait au tournant des années 90-2000, pour des raisons de rationalisation, de baisse des coûts, aujourd'hui c'est un système qui est arrivé, qui est à bout de souffle. Parce que les crises sanitaires, les crises internationales, la cherté de l'accès à la logistique font que les industriels se disent j'ai besoin de sécuriser mes chaînes d'approvisionnement et donc d'utiliser le potentiel de développement local pour aller chercher de nouveaux fournisseurs. Et donc on travaille avec les collectivités territoriales, essentiellement avec des régions, pour pouvoir arriver à utiliser ça comme un levier de développement local et permettre à un industriel de se poser la question sur quelles ressources je pourrais m'appuyer plus localement pour pouvoir diversifier mon panier de fournisseurs. Donc voilà l'action de la Banque des Territoires. Et puis le deuxième point, pour arriver au travail qu'on a fait en lien avec l'association des startups industrielles, c'était de réfléchir aux besoins spécifiques des startups. C'est bien de se dire que les startups, ce n'est pas uniquement dans le digital, c'est dans l'industrie. Mais évidemment, quand on doit trouver des solutions de locaux, des solutions transitoires qui permettent de passer du prototype à la série à une startup, eh bien, il faut répondre à des besoins. Vous évoquiez les caractéristiques capacitaires d'un sol ou d'un bâtiment. Quand on y met des machines-outils, ce n'est pas la même chose que quand on y met des PC et 3 bureaux. Donc, on a essayé de voir si des tiers-lieux pourraient être développés. C'est une demande qui a été formulée par l'Association des startups industrielles et à laquelle on a souscrit. On a fait ce travail. Je vais aller très très vite parce que l'intérêt c'est d'avancer là-dessus. Donc l'efficacité de ces tiers-lieux est avérée dans le travail qui a été fait. Les pistes qui peuvent être évoquées, elles sont assez simples finalement. On a besoin d'inscrire ces lieux dans des écosystèmes locaux, dans des réseaux. C'est très important qu'ils puissent être mieux intégrés et qu'ils puissent être développés. Il y a 2 pistes aujourd'hui très intéressantes et je pense qu'elles vont être évoquées par Véronique et par Jean-Baptiste, mais il y a 2 objets. L'objet des lieux repères qui nous intéresse beaucoup et sur lesquels, s'ils se développent, on aimerait pouvoir contribuer à les financer. Et puis, Jean-Baptiste évoquera sûrement les cités de l'industrie qui sont aussi une forme de solution pour valoriser ces tiers-lieux qui, pour ceux qui existent, fonctionnent, mais qui ont besoin de s'inscrire dans un programme un peu plus large. Et ce que vous proposez sur les lieux repères ou sur les cités de l'industrie, ce sont des belles perspectives. Merci François. Donc effectivement, la transition est toute faite. Ce que l'on propose dans le cadre
Très concrètement, au niveau du collectif Startup Industriel, c'est un modèle de lieu repère de l'industrie, qu'on appelle lieu repère de l'industrie, qui est un espace partagé à destination de porteurs de projets industriels, start-up industriels bien sûr, mais pas que. Comme l'a bien dit François, il est important d'avoir tout l'écosystème autour, c'est-à-dire PME, PMI, ETI, grands groupes et tout l'écosystème d'accompagnement. Donc on a défini un modèle qui va être illustré ensuite par Sonia. Donc un environnement économique fermé avec des bâtiments dédiés à des activités, par exemple de PMI et de grands groupes, et ensuite des bâtiments avec des cellules qui vont pouvoir être individualisées à destination des porteurs de projets, en particulier des startups industrielles. Ensuite, une notion très importante, c'est les services communs. Les services communs, à la fois en termes logistiques, quai de chargement, déchargement, rack de stockage, etc., mais aussi services communs en termes d'équipement industriel. Et donc là, la notion de Fab Lab industriel, qui est un espace partagé avec des équipements qui sont mutualisés à disposition des porteurs de projets et avec un modèle économique autonome. Et puis des zones que j'appelle QVT, mais en gros des zones de détente, de sport, de réunion, etc. Tout l'écosystème autour, et je rebondis sur ce qu'a dit François, école de production, des espaces qui permettent d'échanger entre pairs. Et enfin, en termes d'équipements dédiés aux startups industrielles, on part sur le modèle de cellules isolées, avec un métré à définir, et qui peuvent être le lieu à la fois d'assemblage, de stockage, mais aussi de bureaux, et qui est surtout modulable, et ça c'est très important, et avec des hauteurs sous plafond, des contraintes de dalles, etc., à définir en fonction des activités. Et tout autour, et c'est le lien avec l'écosystème autour, en particulier des collectivités locales, des services publics. Les start-upers sont quand même souvent des jeunes, avec des exigences en termes de mobilité, mais aussi de services petite enfance. Donc il est important d'intégrer tout ça dans l'écosystème local. Et ensuite, l'importance aussi, c'est que ces lieux soient dédiés effectivement aux porteurs de projets industriels, mais que ce soit des lieux pour communiquer sur l'industrie auprès du grand public, auprès des écoles, auprès du tout venant. Donc des lieux dédiés à des événements autour de l'industrie et autour de la formation autour des métiers de l'industrie. Et là, je vais passer la parole à Sonia, qui va illustrer de façon très concrète ce lieu repère de l'industrie. Merci Véronique. Et donc effectivement, j'ai repris exactement le même format de slide pour rentrer dans finalement ce modèle de repère de l'industrie. Fine, c'est une aventure humaine. C'est la rencontre, c'est ma rencontre. Moi, j'ai un background d'industriel. J'ai passé 25 ans dans des grands groupes industriels et j'ai adoré. Et j'ai quitté ça il y a 1 an. Et j'ai rencontré une société immobilière qui est localisée en Île-de-France, qui a des immeubles de bureaux. Et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle. Le télétravail entraîne dans le monde de l'immobilier la nécessité de transformer leurs immeubles de bureaux en d'autres lieux. Donc des lieux dans lesquels on va être capable de trouver du sens et des lieux qui vont accueillir d'autres types de publics que des gens dans des bureaux de façon traditionnelle. Donc il y a tout un mouvement, une tendance aujourd'hui dans l'immobilier. Alors on le voit beaucoup en Île-de-France parce que 50% des bureaux sont vacants, donc c'est énorme. Donc en fait, ces bureaux sont en train de se transformer. Et donc moi, la société immobilière que j'ai rencontrée avait cette volonté de transformer une partie d'un immeuble à Nanterre Université, donc vraiment petite couronne parisienne, RER permettant l'accessibilité avec Paris, 50 000 m², ancien laboratoire R&D d'Alcatel Câble, donc toute une partie très industrielle, une résistance au sol importante, des hauteurs sous plafond importantes, et donc un projet de faire de ce lieu un lieu d'accueil d'un écosystème avec une vision, le climat. Donc on s'est rencontrés et on s'est dit, on va regarder ce qu'on peut faire. En même temps, j'ai rencontré le collectif des startups industrielles et on s'est dit, si on veut contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, il va falloir qu'on accélère des innovations et qu'on assure le déploiement très large d'innovations green tech. Ces innovations, c'est avant tout du hardware, c'est avant tout des startups industrielles. Et finalement, aujourd'hui, quand on parle de décarbonation, on parle d'industrie. Le climat, l'industrie, le climat, c'est le même combat. On a parlé tout à l'heure de la décarbonation des chaînes industrielles. C'est de l'industrie, c'est du climat. On parle aussi de green tech, c'est de l'industrie, c'est du climat. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on crée un lieu et un écosystème qui va permettre cette accélération
pour ces startups industrielles qui sont toutes finalement contributives au climat. Donc on a commencé à travailler avec le collectif des startups industrielles. On a parlé à des startups industrielles, toutes, et même je pense que Louis ne me contredira pas, tout ce qu'il est en train de créer est complètement éco-conçu, avec des chaînes de valeur propres, etc. Donc c'est un sujet qui est totalement transverse. Et donc notre lieu qui réunit un écosystème avec cette orientation-là, est un repère de l'industrie dans lequel on retrouve finalement tout ce dont Véronique vous a parlé. Donc c'est un bâtiment dans lequel il y aura 10 000 m² consacrés à cet écosystème et à ces porteurs de projets. Le reste, ça va être des entreprises, des PME, des ETI, des grands groupes, etc. Donc 40 000 m² qui feront autre chose et on espère en forte synergie avec nos activités. On a le deuxième pavé, les services communs. On a des services communs à l'ensemble du bâtiment. Donc typiquement, la restauration collective, elle va être ouverte aux membres de notre communauté. Ce qui est très intéressant parce que parfois, on a des tiers-lieux qui sont un peu isolés et dans lesquels on n'a pas toujours tous ces services-là. Le fait d'être finalement à Nanterre Université, dans un immeuble, on va avoir la restauration collective, du sport, à l'extérieur des activités. Donc ça est à des prix très compétitifs, ce qui est quand même très, très intéressant. On a des services partagés au sein de Fine. Donc évidemment, un Fab Lab, mais qu'on va équiper, pas tout de suite, parce que trouver un modèle économique pour un Fab Lab, c'est pas si facile. Et on a besoin d'être compétitif. Donc on va adapter finalement les machines qu'on va mettre à disposition aux besoins des utilisateurs, des startups. On va aussi avoir une micro-usine, c'est-à-dire on va dédier environ 400 m² à un opérateur qui va pouvoir fabriquer à la demande des pré-séries de tout type de produits. Enfin, pas tout type, parce qu'on va être un peu contraint. On est quand même dans un immeuble de bureau. On est proche d'habitat, etc. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tout ce qui va concerner la chimie verte, par exemple, les biomatériaux, c'est quelque chose qu'on ne fera pas. Par contre, notre objectif, et ça je pense que c'est essentiel aussi dans ce genre de lieu, c'est qu'il faut créer l'écosystème où on va aller chercher les partenaires qui ne seront pas obligatoirement localisés chez nous, mais qui pourront apporter les services aux startups sur la partie scale-up industrielle avec des expertises. Donc on discute aujourd'hui, et je peux le dire, avec des équipes Start ou Prod qui ne seront pas basées chez nous, mais qui auront la capacité de compléter les expertises qui seront à disposition. Et là, pour le coup, pour la partie accélération industrielle, on va travailler aussi avec... C'est les usual suspects, avec Accendus, qui va apporter des expertises mécatroniques. Je me dépêche. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de créer ce continuum de services qui va jusqu'à, bien sûr, la présence de financeurs, etc. Et d'être capable de se connecter avec différents acteurs pour apporter tous les services aux porteurs de projets. Alors, on a, bien sûr, des événements. Donc, il y a de l'événementiel, il y aura du coworking. Et une forte proximité avec la ville de Nanterre. Par exemple, on va être en partenariat avec la Maison des Femmes qui accueille... alors, je voulais en parler parce qu'hier, c'était quand même le 8 mars. Et l'industrie, il y a peu de femmes, malheureusement. Et je pense qu'on a une volonté qu'il y en ait plus. Et donc, on va travailler avec la Maison des Femmes de Nanterre pour les femmes qui sont dans des situations difficiles, de venir découvrir l'entrepreneuriat, apprendre des nouvelles choses et vraiment peut-être aller vers d'autres carrières, ça peut être ou d'autres types d'activités. On va être aussi en partenariat avec des laboratoires de tests qui seront pas chez nous, mais qui seront de l'autre côté de Paris, par exemple Seine City, avec qui il y a une chambre climatique extrêmement intéressante. Donc voilà. Donc on est vraiment dans cette approche-là, sur le modèle de repère de l'industrie, des ateliers, ça j'en ai pas parlé, mais bien sûr ces ateliers de 100 m² qu'on peut diviser, on peut faire des ateliers de 50 m², ils peuvent être beaucoup plus grands. Donc voilà, 10 000 m² dédiés aux startups industrielles engagées pour le climat et qui vont trouver le continuum de services et les infrastructures qui leur permettent de passer cette fameuse vallée de la mort, qui est quand même le moment dans l'accélération, dans le scale-up industriel où je sais pas, 80% de ces entreprises ne survivent pas. Voilà, je m'arrête.
Merci Sonia. Plus beaucoup de temps pour Jean-Baptiste malheureusement, donc on va passer la parole à Jean-Baptiste Guesquin du programme Territoire d'Industrie pour présenter justement le type de solution plutôt en phase 3 de l'amorçage industriel, alors que là on était les solutions plutôt phase 1 et phase 2. Voilà. Très bien, merci Véronique. Donc, je suis Jean-Baptiste Guesquin, directeur du programme Territoire d'Industrie, un programme de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui dépend des ministères de l'Industrie et du ministère de la cohésion des territoires. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement Territoire d'Industrie ? C'est un programme qui s'occupe à la fois de développement industriel et de développement territorial dans les bassins les plus industriels du pays. Donc là, vous avez la carte des 149 territoires d'industrie actuels qui sont partout en France et qui ont pour point commun de dépendre fortement de l'industrie et d'avoir envie de réindustrialiser leur territoire et de partir à la conquête de projets industriels. C'est un programme qui a aujourd'hui un peu plus de 4 ans, qui se fait en partenariat avec de nombreux acteurs, avec les opérateurs de l'État, différents ministères, les collectivités, les régions, les intercommunalités. Et l'idée, c'est dans chaque territoire d'industrie de créer un écosystème favorable à la réindustrialisation en activant les leviers qui permettent l'aide à l'installation de projets industriels. Des leviers en matière de compétences, en matière de foncier, en matière d'attractivité, en matière d'innovation, et activer tous ces leviers qui sont cruciaux pour l'attractivité et la compétitivité de ces territoires. Donc là, vous avez quelques chiffres clés sur ces territoires d'industrie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche est très souple. On laisse à chaque territoire d'industrie la possibilité de définir son propre plan d'action qui est adapté à ses besoins. Et en face, on lui propose une boîte à outils en aide à l'investissement et en aide en matière d'ingénierie pour concrétiser ce plan d'action qu'il a mis en place lui-même par ses élus et par ses industriels. Donc, ces dernières années, on a beaucoup été mobilisés dans le cadre du plan de relance, notamment avec des dispositifs dédiés à la réindustrialisation des territoires et déployés par les préfectures de région et les conseils régionaux. Et aujourd'hui, on est dans une phase de préparation des prochaines années du dispositif pour les années 2023-2026. Donc, par rapport à Territoire d'Industrie, nous, les startups industrielles, c'est un public assez récent, finalement, pour ces territoires, mais extrêmement intéressant et avec beaucoup de potentiel pour la réindustrialisation de ces territoires. Et on le voit dans les chiffres qui sont parus récemment. Si on regarde le solde de création d'usines en France, il est à peu près en moyenne de 150 par an, si on prend les derniers chiffres de Trendéo 2022-2021. Et bien dans ces 150, on a une grosse quinzaine qui sont portées par des startups industrielles. Donc on est déjà à plus de 10% des créations d'usines qui sont portées par des startups industrielles, donc des nouveaux acteurs qui n'existaient pas dans le paysage il y a quelques années. Et donc pour des territoires qui cherchent à développer leur industrie, c'est vraiment une opportunité majeure d'avoir un vrai boost en matière de réindustrialisation. C'est aussi la garantie d'avoir de nouvelles filières, d'avoir de l'innovation, de nouveaux talents qui viennent sur les territoires, et donc une opportunité très forte pour les territoires d'industrie. Inversement, les territoires d'industrie peuvent fournir des écosystèmes particulièrement intéressants pour les startups. Ces territoires qui ont envie d'industrie vont travailler sur un écosystème de formation intéressant pour des acteurs industriels, vont travailler sur du foncier pour avoir des zones d'activité à proposer à des porteurs de projets, vont travailler sur des logiques d'innovation pour apporter de la R&D. Et donc pour ces startups, c'est un endroit privilégié de réindustrialisation. Et on le voit dans la quinzaine de startups qui ont ouvert une usine en 2022, les 2/3 l'ont fait en territoire d'industrie, même dans des territoires de villes moyennes, des territoires périphériques. On voit des startups de deep tech, des startups ultra innovantes s'installer dans des territoires qui avaient plutôt l'image d'une industrie traditionnelle. Donc une vraie opportunité de renouveau pour ces territoires d'industrie. Alors le foncier là-dedans, c'est un sujet qui monte très fort ces derniers mois et ces dernières années de la part des collectivités. C'est un sujet sur lequel on a des tensions de plus en plus fortes d'accès à la ressource, avec en plus des inquiétudes liées aux objectifs de zéro artificialisation nette.
qui font que l'industrie rentre en concurrence avec d'autres usages, le logement, le commerce. Et donc, nous, on a l'enjeu d'aider les industriels à identifier du foncier disponible et d'aider les collectivités, de l'autre côté, à proposer du foncier à ces industriels. Donc ça a été cité par la Banque des Territoires. Il y a un portail qui est en cours de constitution pour avoir une base de données la plus exhaustive possible en termes de foncier pour les proposer à tout type d'acteurs industriels. Dans les autres outils qui ont été développés ces dernières années, on a également le dispositif des sites clés en main. C'est une centaine de sites labellisés en France qui sont qui garantissent à l'industriel des délais maîtrisés pour leur installation. Ce sont des terrains où l'industriel sait qu'il n'y aura pas d'espèces protégées qui risquent de faire déraper les instructions, où on n'aura pas de fouilles archéologiques qui pourraient révéler des problèmes. Ce sont des terrains dérisqués en matière d'installation. Donc, on en a une centaine. Ils sont valorisés dans le cadre d'une data vise qui est déployée par Business France et par la Banque des Territoires. Et donc, je vous invite à regarder la page internet dédiée qui référence ces sites, où vous pouvez trouver les différentes informations disponibles, à la fois le contact s'il y a un porteur de projet intéressé, les différentes informations sur le site, sa surface, les différentes infrastructures et tout ce qui peut intéresser l'industriel. On se rend compte aussi sur cette question du foncier que les startups ont des besoins propres qui diffèrent finalement de l'industrie classique. Ces sites clés en main, au départ, ils ont été pensés il y a quelques années pour des grands projets de gigafactory, de grands projets industriels, comme cité précédemment. Mais on voit aujourd'hui que les startups ont des besoins un peu différents, peut-être avec moins de besoins de surface, mais avec d'autres types de besoins, un écosystème robuste, des infrastructures rapidement mobilisables, de la recherche souvent de bâtis industriels plutôt que d'investissements greenfield. Et donc l'idée à l'avenir, c'est d'alimenter ce portail qui est en train de préparer la Banque des Territoires avec le CEREMA, avec de nouveaux types de gisements de foncier, en allant cibler peut-être des surfaces plus petites, mais plus immédiatement opérationnelles, et en valorisant également toutes les ressources de l'écosystème qui peuvent être mobilisées par le porteur de projet. En plus de ce portail, il y a d'autres éléments qui peuvent faciliter la vie des investisseurs et des collectivités sur l'accueil de start-up. On a des sous-préfets qui vont être nommés sur le sujet France 2030 et accélération des implantations industrielles. Donc, dans chaque département, on aura un sous-préfet référent qui aura pour mission justement d'accompagner les grands projets industriels du territoire avec une priorité forte sur les projets d'innovation. Donc quelque chose qui peut intéresser fortement les startups industrielles. Sur tout ce côté écosystème également, c'est un sujet sur lequel nous, on est tout à fait prêt à aider les territoires pour monter des projets qui facilitent l'accueil d'entreprises, que ce soit sur de l'aménagement de zones industrielles, que ce soit sur des projets de lieux repères, d'écosystèmes de formation. On a une offre en ingénierie qui est mobilisable à l'Agence nationale de la cohésion des territoires en lien avec d'autres partenaires. Et pour conclure, j'invite vraiment fortement à la fois les porteurs de projets à rencontrer leurs chefs de projet en territoire d'industrie. Il y a des interlocuteurs dédiés qui peuvent vous orienter vers les différentes solutions qui peuvent être mobilisées pour l'accueil d'entreprises. Et inversement, pour les collectivités, à aller voir ces startups industrielles qui ne sont pas forcément un public très connus aujourd'hui dans le monde industriel classique, mais qui ont vraiment une opportunité et un potentiel très fort pour tous ces territoires industriels. Merci pour ces témoignages, à la fois de parcours, à la fois d'offres en termes de solutions, de mise en application de ces solutions, et ravi de voir que le lieu repère de l'industrie du CSI France rencontre une volonté d'accompagnement. Merci à tous.